Nous reprenons donc à la proposition 52 de Éthique 3. Cette proposition est tout à fait particulière puisqu'elle introduit un affect nouveau. L'admiration, que Apune traduit par étonnement, à juste titre. Et c'est un affect, d'une part, dont la définition ne renvoie absolument à rien d'autre dans le cours de Éthique 3, et d'autre part, qui ne sera pratiquement pas utilisé dans la suite. Donc tout se passe comme si l'admiration apparaissait ici comme une sorte de bloc isolé à l'intérieur de la théorie des affects. C'est évidemment quelque chose qu'il faut souligner, puisque l'admiration est au contraire, par exemple chez Descartes, une des passions primitives. Alors je vais lire cette proposition 52. Si nous avons déjà vu un objet en même temps que d'autres, ou si nous imaginons qu'il n'a rien qui ne soit commun à de nombreux autres, nous ne le considérerons pas aussi longtemps que celui dont nous imaginons qu'il a quelque chose de singulier. Autrement dit, notre considération se portera plus longtemps sur un objet qui a un trait singulier plutôt que sur un objet qui a été souvent associé à d'autres ou qui se caractérise par des traits communs avec d'autres. C'est donc la différence du commun et du singulier qui va régler cette question de l'admiratio. Alors regardons la démonstration. En fait, cette démonstration ne renvoie qu'à la proposition 18 de la deuxième partie, c'est-à-dire aux traces associatives qui restent dans notre corps et dans notre esprit après la rencontre avec des objets. Donc, tout se passe comme si cet affect était introduit sans passer par le reste de la théorie des affects, comme si renvoyé directement au principe associatif qui est à la base de notre connaissance. On a donc là la situation extrêmement rare d'un affect qui a l'air isolé au milieu des autres affects et qui renvoie simplement à la façon dont nous nous rapportons aux propriétés des choses. Je lis la démonstration. Sitôt que nous imaginons un objet que nous avons vu avec d'autres, il nous souvient aussi des autres. Les traces mémorielles sont associatives. Et ainsi, de la considération de l'un, nous tombons aussitôt dans la considération d'un autre. Donc, l'un des effets de l'association des souvenirs, c'est évidemment que nous ne restons pas accrochés longtemps à un souvenir unique. Les souvenirs s'enchaînent les uns aux autres grâce à ce qu'ils ont de commun, soit les circonstances d'apparition, soit des traits ou des propriétés caractéristiques. Donc, et telle est aussi la condition d'un objet, si nous imaginons qu'il n'a rien de commun, qu'il n'a rien qui nous soit commun à plusieurs. Donc c'est le deuxième cas. Là, ce n'est pas parce qu'il est apparu en même temps que plusieurs autres, c'est parce qu'il est très commun avec plusieurs autres. Nous supposons par cela même, en effet, que nous ne considérons rien dans lui que nous n'ayons vu auparavant conjointement à d'autres. Donc la règle du commun, c'est en même temps la règle du passage. D'un objet que j'ai vu avec d'autres ou qui a des propriétés communes avec d'autres, je passe aussitôt aux autres objets. Je ne m'accroche pas à lui pendant longtemps. Regardons maintenant ce qui se passe dans le cas opposé, c'est-à-dire quand un objet manifeste une singularité forte, soit il est apparu seul, soit il a des propriétés qui sont à lui seul. Mais quand nous supposons que nous imaginons dans un objet quelque chose de singulier, que nous n'avons jamais vu auparavant, nous ne disons rien d'autre, sinon que l'âme, pendant qu'elle considère cet objet, n'a rien en elle dans la considération de quoi la considération de cet objet puisse la faire tomber. Et ainsi, elle est déterminée à le considérer de façon unique. Autrement dit, la singularité de l'occurrence d'un objet ou d'une de ses propriétés empêche le phénomène du passage à d'autres objets. L'admiratio, c'est donc cette fixation sur un objet
l'absence de circulation vers d'autres objets du fait de quelque chose de singulier qu'il a en lui. Lisons maintenant le Scoli, où on va voir qu'en fait, cette admiratio, tout se passe comme si elle arrivait souvent associée à des affects ou à d'autres affects. Alors question, d'abord, est-ce que c'est un affect, cette admiratio? Il ne semble pas lié immédiatement, il ne semble pas manifester immédiatement un désir, et rien ne nous dit qu'il soit lié à une augmentation ou une diminution de la puissance d'agir. Or, tous les affects doivent rentrer dans une de ces trois catégories. Ou alors, c'est que nous aurions là une quatrième catégorie d'affects. Et il faut remarquer l'hésitation de Spinoza. Il ne dit pas cet affect, il dit aec mentis affectio, il dit bien affectio, c'est-à-dire cette modification de l'esprit, sive rei singularissi imaginatio, ou cette imagination d'une chose singulière. Donc il le désigne plus comme une affection, une modification, ou une imagination, que comme un affect au sens strict. Nous avons bien là autre chose qu'une catégorie d'affects, mais cette imagination va s'associer avec des affects existants. Donc, cette modification de l'esprit, cette modification de l'âme, ou cette imagination de choses singulières, dans la mesure où elle se trouve seule dans l'âme, elle est appelée admiratio. On peut traduire étonnement. Mais cette présence seule, Spinoza n'en fait rien au fond. Cette présence n'est intéressante que quand elle s'associe avec certains affects que nous avons déjà analysés. Donc voici la liste. Si elle est provoquée par un objet dont nous avons peur, elle est dite consternatio. Donc, la consternation, c'est quelque chose que nous avions déjà vu, présent dans le Scoli de la position 39, pas tout à fait avec la même définition. Mais avec le même résultat, c'est-à-dire que dans la Scoli de 39, la consternatio nous empêchait de prendre une décision parce que nous étions partagés entre deux mots, entre la considération de deux mots dont nous avions également peur. Et ici, c'est l'admiratio devant un objet dont nous avons peur qui provoque cette consternatio. Et de même, elle met l'âme en suspens. Parce que l'étonnement d'un mal tient l'homme à ce point en suspens, dans la seule considération de ce mal, qu'il est incapable de penser à d'autres objets par où il pourrait éviter ce mal. Autrement dit, la consternatio, elle associe de caractéristiques, un, que nous avons peur d'un certain objet, ou d'un certain mal, et deux, que notre pensée est tellement fixée sur la singularité de cet objet, que nous n'arrivons pas à l'associer avec d'autres, et notamment, par exemple, à calculer comment nous pourrions lui échapper. Au fond, devant l'objet qui nous frappe de consternatio, nous sommes comme la proie du serpent qui est fascinée, tellement fascinée par le serpent qu'elle ne peut pas lui échapper. Elle ne peut pas penser à autre chose, et notamment pas des moyens de fuite. Donc effectivement, on voit bien ici en quoi l'admiratio, ce n'est pas un affect supplémentaire, c'est une caractéristique propre que prennent certains affects lorsqu'ils sont confrontés à une particulière intensité de ce qui rend un objet singulier. Bon, bien entendu, il y a d'autres formes d'admiratio que la consternation, on va les voir maintenant. Si ce qui nous étonne, donc si ce qui nous frappe d'admiratio, est la prudence d'un homme, son industrie ou quelque autre chose de ce genre, comme par cela même nous considérons cet homme comme l'emportant de beaucoup sur nous, alors l'admiratio se nomme vénération. Et horreur, si c'est la colère d'un homme ou son envie qui nous étonne. Donc de même que la consternatio, la vénération ou l'horreur ne sont pas de nouveaux affects, ils sont la coloration propre que prennent des affects déjà existants, donc la peur, l'affect devant la prudence ou le fait d'être frappé par la colère de quelqu'un, si cet objet est suffisamment singulier. Donc s'il nous le frappe suffisamment intensément pour que nous ne puissions pas penser à autre chose. Et maintenant, on va compliquer un peu le processus. Ensuite, si nous sommes étonnés de la prudence de l'industrie, etc., donc si nous sommes dans un état de vénération, d'un homme que nous aimons, notre amour par cela même sera plus grand et nous l'appellerons dévotio,
Apune traduit par ferveur. Nous appellerons devotio cet amour joint à l'étonnement, à la vénération. Donc, la dévotion ou la ferveur, c'est le sentiment qui nous prend lorsque à la fois nous aimons un homme, nous sommes frappés d'étonnement devant sa prudence et son industrie, ou d'autres qualités, et la singularité de cette prudence et de cette industrie est telle que nous ne pouvons pas dans l'instant penser à autre chose. On voit bien à ce moment-là en quoi cette dévotion, cette ferveur peut avoir des effets, par exemple en politique. On se demande habituellement quels sont les affects qui, aux yeux de Spinoza, peuvent conforter l'État. Alors, évidemment, le plus fort, mais le plus dangereux des affects, c'est l'affect religieux. Mais ici, on en voit un autre. La dévotion à l'égard du chef de l'État, ou la dévotion à l'égard de quelqu'un qui n'est pas chef de l'État, mais qui aspire à le devenir, qui a donc été un danger pour le chef de l'État. Par exemple, la dévotion des militaires à l'égard du général victorieux représente justement un danger pour l'État à cause du poids politique conféré par cette intensité affective. Donc, ici, de nouveau, on voit marqué, dans un processus individuel, quelque chose qui peut avoir des effets collectifs, politiques notamment. Je continue. Nous pouvons aussi concevoir de cette manière la haine, l'espoir, la sécurité et d'autres affects se joignant à l'étonnement, et nous pourrons déduire ainsi plus d'affects qu'on a coutume d'en désigner par les mots reçus. D'où cette formule dont on parlait la dernière fois. Il apparaît que l'usage ordinaire des affects, plus que leur connaissance attentive, a fait inventer ces noms. Et donc Spinoza ne cherche pas de noms supplémentaires pour ces variations des affects préexistants, il se contente de mentionner la complexification que vient y apporter l'étonnement. Ensuite, il va passer à quelque chose qui semble être l'opposé de l'admiratio, mais qui en fait est plutôt une suite inverse qu'un véritable opposé. Je lis, à l'étonnement s'oppose le mépris, contemptus. Alors, si c'était une simple opposition, on attendrait à ce qu'il y ait entre les deux une symétrie, comme il y a entre l'amour et la haine, ou entre l'espoir et la crainte, ou entre la tristesse et la joie. Or, le processus n'est pas tout à fait le même, c'est plus compliqué. On pourrait dire que le mépris, c'est de l'étonnement déçu. Donc ce n'est pas une simple opposition, une simple symétrie, c'est qu'en fait, les deux ont lieu successivement. Je m'attends à être frappé d'admiratio, je ne suis pas frappé d'admiratio, donc j'éprouve du contemptus. Alors pourquoi est-ce que je m'attends à en être frappé? Soit par un processus individuel, soit parce que je vois quelqu'un d'autre qui en est frappé. Donc je lis, à l'étonnement s'oppose le mépris, dont la cause est toutefois en général la suivante. Nous voyons que quelqu'un s'étonne d'une chose, l'aime, la craint, etc. Ou encore une chose paraît au premier aspect semblable à celle dont nous nous étonnons, que nous aimons, que nous craignons, et nous sommes ainsi déterminés à nous étonner de cette chose, à l'aimer, à la craindre. Donc il y a au fond un affect embryonnaire qui naît en moi, soit par ressemblance de l'objet à l'égard d'autres objets qui provoquent en moi cet affect, soit parce que je vois d'autres personnes éprouver cet affect. Donc au fond, on pourrait dire qu'il y a en moi comme une attente de l'admiratio. Cette attente va être déçue, et c'est alors que va naître le mépris. Mais si, par sa présence ou sa considération plus attentive, nous sommes contraints de nier de cette chose tout ce qui peut être cause d'étonnement ou d'amour ou de crainte, etc., alors l'âme demeure déterminée par la présence même de la chose à penser à ce qui n'est pas dans l'objet plutôt qu'à ce qui s'y trouve. Tandis qu'au contraire, la présence d'un objet fait penser ordinaire principalement à ce qui s'y trouve. Donc habituellement, quand je considère un objet, je considère ses traits propres, ses qualités, mais comme là j'ai attendu d'autres traits, d'autres qualités que ce qui s'y trouve, eh bien, je suis déçu de ne pas les trouver et je continue à fixer mon attention sur cette absence. Donc on m'avait dit que tel homme était extraordinaire, ou tel homme ressemble à tel autre que je considère comme extraordinaire, donc je m'attends à trouver en lui quelque chose d'extraordinaire, je ne le trouve pas, eh bien au lieu de conclure simplement que il n'y a pas ce que j'attendais, point, ma pensée va s'attarder sur cette déception,
Je vais me dire, ben vraiment, il n'est pas extraordinaire. Et en conséquence, je vais me mettre à le mépriser. Donc, le mépris survient donc à la suite d'une déception qui vient sur l'attente d'admiration. C'est donc pas le simple symétrique d'admiration, c'en est plutôt le successeur au cas où l'attente aurait été déçue. Et bien entendu, le mépris va avoir autant de formes que l'admiration, donc Spinoza énumère rapidement. De même maintenant que la ferveur, la dévotion, naît de l'étonnement causé par une chose que nous aimons, la dérision naît du mépris de la chose que nous haïssons, craignons, et le dédain du mépris de la sottise, comme la vénération naît de l'étonnement de la prudence. Nous pouvons enfin concevoir l'amour, l'espoir, la gloire et d'autres affects, se joignant au mépris, et déduire encore de là de nouveaux affects, que nous n'avons accoutumé de distinguer des autres par aucun vocable. Donc, ce qui concerne le mépris est ici symétrique de ce qui concerne l'admiration. D'un côté, il se mélange aux différents affects comme l'admiration s'y mélangeait, et d'autre part, nous n'avons pas de nom usuel pour désigner toutes ces variétés extrêmement précises. Autrement dit, qu'est-ce que la proposition 52 a introduit dans le raisonnement de Spinoza sur les affects? Pas véritablement un affect nouveau, mais un procédé, un processus par lequel l'âme considère l'intensité d'un affect lié à la singularité de son objet, ou éprouve une intensité déceptive liée à l'absence d'une singularité attendue. Cet effet d'admiration comme cet effet de mépris viennent compliquer chacun des sentiments qui avaient été pris en vue auparavant. Et bien entendu, je disais que l'admiration pouvait provoquer des effets en politique, il est clair que le mépris ou la dérision en provoque aussi. Le mépris à l'égard des gouvernants, c'est quelque chose que Spinoza cite dans le traité théologique-politique. Lorsque les gouvernants ont une conduite ridicule, obscène, indigne, ils suscitent le mépris chez les gouvernés et donc les mettent en situation de renverser l'État. Donc, la vénération et le mépris sont tous les deux des catégories, certes individuelles, mais qui ont des effets collectifs. Et dans la mesure où le mépris vient après la déception de la vénération, il est clair que c'est au fond une règle à suivre pour le gouvernant de faire attention à ne pas provoquer cette déception. Donc Spinoza, qui, comme on sait, n'appelle jamais en tant que tel à l'insurrection et à la révolution, ne peut que constater que des insurrections ou des révolutions ont lieu lorsque les gouvernants ont, malgré eux, par leur conduite, suscité le mépris de leur sujet. Donc on voit bien ici comment une révolution ou une insurrection, en tant que phénomène objectif, sont provoquées par ces enchaînements affectifs. Je passe maintenant aux propositions suivantes. Proposition 53. Quand l'âme, mens, se considère elle-même et considère sa puissance d'agir, elle est joyeuse. Et d'autant plus qu'elle s'imagine elle-même et imagine sa puissance d'agir plus distinctement. Remarquez que cette joie ne trouve pas tout de suite un nom, il sera donné un peu plus loin dans le scolie d'une des propositions suivantes. Alors on pourrait être surpris par le début de cette proposition quand l'âme se considère elle-même, puisque on avait appris dans Éthique 2 que jamais l'âme ne peut se considérer elle-même directement. Il n'y a pas de transparence de la mens chez Spinoza. Ce que l'âme considère, c'est son corps, ou plus encore les rencontres entre son corps et le monde extérieur. Et quand elle se retourne vers elle-même, elle voit non pas ce qu'elle est, mais le corrélat de ces rencontres entre son corps et le monde extérieur. Si je me brûle, mon âme ressent ma douleur. Si je suis agressé ou loué par un autre individu, mon âme ressent, non pas elle-même en général, non pas sa propre nature ou sa propre essence, mais l'effet qu'a sur elle l'agression ou le blâme ou la louange de l'autre individu. Donc, en principe, ce que nous avons appris en lisant Spinoza, c'est que la considération que l'âme a sur elle-même est toujours parcellaire et en quelque sorte objectivée par les rencontres.
il semble ici imaginer un cas différent, puisqu'il dit l'âme se considère elle-même. Mais il précise aussitôt, quand l'âme se considère elle-même et considère sa puissance d'agir. Et en fait, il faut considérer le « et », suamque agani potentiam, comme une explication. Cela veut dire, quand l'âme se considère elle-même, c'est-à-dire se considère sous l'angle de sa puissance d'agir. Autrement dit, quand au lieu de considérer telle ou telle rencontre particulière, elle considère non pas sa nature, parce qu'il n'y a pas d'accès direct, mais la puissance d'agir qui en elle est à l'œuvre dans telle ou telle rencontre particulièrement favorable. Et plus elle imagine sa puissance d'agir, plus elle est joyeuse. Alors, regardons la démonstration. La démonstration rappelle justement ce que je viens de dire, à savoir qu'il n'y a pas de considération directe de l'âme par elle-même. Il n'y a pas d'autoconnaissance immédiate et transparente de l'âme. L'homme ne se connaît pas lui-même, sinon par les affections de son corps et leurs idées. Quand donc il arrive que l'âme peut se considérer elle-même, sous-entendu à travers la considération de sa puissance d'agir, par cela même, elle est supposée passer à une perfection plus grande, c'est-à-dire elle est supposée être affectée de joie, et d'autant plus qu'elle s'imagine elle-même et imagine sa puissance d'agir plus distinctement. Donc, en imaginant sa puissance d'agir, c'est-à-dire en imaginant ce qu'elle a de plus positif et de plus dynamique, l'âme, effectivement, est affectée de joie, et cette joie est d'autant plus grande que le regard qu'elle a sur sa puissance d'agir est plus grand. Alors, comment l'âme peut-elle considérer sa propre puissance d'agir? Bien, on peut imaginer des situations dans lesquelles elle est amenée par elle-même à la constater, mais le plus souvent, cette situation se produit par réfraction dans le regard d'autrui. Au fond, je ne suis jamais aussi sûr de ma puissance d'agir que quand les autres me disent « c'est bien beau ce que tu as fait là ». Voilà un grand exploit, voilà une grande découverte, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, je lis ma puissance d'agir et ses effets dans le regard d'autrui. Nous sommes donc renvoyés à ce que les précédentes propositions appelaient la gloire. Je lis le corollaire. Cette joie est de plus en plus alimentée au fur et à mesure que l'homme imagine davantage qu'il est loué par d'autres. Car plus il imagine qu'il est loué par d'autres, plus grande est la joie dont il imagine que les autres sont affectés par lui, et cela avec l'accompagnement de l'idée de lui-même. Ainsi, lui-même est affecté d'une joie plus grande qu'accompagne l'idée de lui-même. Autrement dit, quand les autres font mon éloge, quand les autres font l'éloge soit de mes actes, soit de la puissance d'agir qui s'exprime dans ces actes, je me représente qu'ils sont joyeux avec moi comme cause, j'imite, par imitation des affects, cette joie qu'ils ont avec moi comme cause, et donc, je partage moi-même cette joie. Je passe directement à la proposition 55. Je reviendrai ensuite à 54. Il s'agit maintenant du contraire. Quand l'âme imagine son impuissance, donc non pas quand l'âme se représente sa puissance d'agir, mais au contraire qu'elle se représente son impuissance, elle est contristée par cela même. Cette proposition est l'exacte symétrique de la 53. J'imagine ma puissance d'agir, je deviens joyeux. J'imagine mon impuissance à agir, je deviens triste. Démonstration, l'essence de l'âme affirme cela seulement que l'âme est et peut. Autrement dit, il est de la nature de l'âme d'imaginer seulement ce qui pose sa puissance d'agir. Et en fait, cette proposition outil, à savoir que l'essence de l'âme consiste à affirmer sa puissance d'agir, c'est la proposition 54. Donc la proposition 54 a été introduite que comme outil pour démontrer plus facilement 55. Quand donc nous disons que l'âme, tandis qu'elle se considère elle-même, imagine son impuissance, nous ne disons rien d'autre, sinon que tandis que l'âme s'efforce d'imaginer quelque chose de sa puissance d'agir, cet effort qu'elle fait réduit, autrement dit qu'elle est attristée. Alors on pourrait se dire, mais comment ça se fait que l'âme imagine son impuissance? Puisque précisément, tout l'effort de l'âme, grâce à par la définition de Conatus, c'est d'imaginer sa propre puissance. Tout simplement, il se trouve des situations dans lesquelles elle ne peut pas faire autrement que de se représenter son impuissance. Il y a des situations dans lesquelles le monde extérieur lui renvoie dans son regard son impuissance. Même si elle essaye de se tromper elle-même là-dessus, il y a des moments où la vision de cette impuissance est incontournable. Elle ne fait aucun effort pour l'imaginer, bien entendu,
Mais de fait, cette impuissance lui éclate aux yeux. Et notamment, c'est ce qui était aussi dans le corollaire, et ce corollaire répond exactement au corollaire de la position 53, je cite, « Cette tristesse est de plus en plus alimentée si on imagine qu'on est blâmé par d'autres. » Ce qui se démontre de la même manière que le corollaire de la 53. Donc, si j'imagine que je suis loué par d'autres, cela me renvoie à moi-même l'image de la puissance d'agir, je deviens donc d'autant plus joyeux. Si j'imagine que je suis blâmé par d'autres, cela me renvoie à moi-même l'image de mon impuissance, je suis donc d'autant plus triste. Autrement dit, spontanément, je fais effort pour me représenter ma puissance, mais la louange d'autrui multiplie cette puissance. Spontanément, je ne fais pas d'effort pour me représenter mon impuissance, mais le blâme d'autrui me l'impose d'une façon incontournable. On a donc deux situations pas tout à fait symétriques, parce qu'il y en a une qui est recherchée par moi et l'autre qui m'est plutôt imposée par l'extérieur, mais même celle qui est recherchée par moi peut être renforcée par l'extérieur. Deux situations auxquelles le Scoli donne un nom à chacune. La tristesse qu'accompagne l'idée de notre faiblesse, c'est-à-dire notre impuissance, s'appelle humilité. La joie qui naît de la considération de nous-mêmes, amour-propre ou contentement de soi. Alors, deux mots sur ces définitions. Je continue ensuite la lecture du Scoli. Premièrement, ce que Apune traduit par humilité, c'est effectivement mot à mot humilitas, le terme latin. Mais arrêtons-nous un instant sur ce terme humilité. Comme le repentir, c'est une des vertus que traditionnellement la morale chrétienne plaçait au centre de son enseignement. Les moralistes qui précédaient Spinoza disaient tous que c'est très bien d'être humble. Pour eux, l'humilité, c'était le contraire de l'orgueil ou de la vanité. C'était donc une vertu positive. Or, cette vertu positive, Spinoza la dépeint au contraire comme une faiblesse, comme une tristesse liée à la faiblesse, qu'une passion triste. Nous voyons donc que Spinoza se distingue de ses prédécesseurs en morale, d'une part, massivement, parce qu'il prétend expliquer ce que les autres décrivent ou ce dont ils se plaignent. Il ne se contente pas de faire une liste des affects en disant voilà comment les hommes se comportent et il est triste que les hommes se comportent ainsi. Il prétend expliquer génétiquement pourquoi il en est ainsi. Ça, c'est la première grande différence. Mais il y a une seconde grande différence, c'est que parmi les affects que décrit Spinoza et qu'il explique, il y en a certains sur lesquels il porte un jugement qui au fond correspond à la morale traditionnelle, et il y en a un certain nombre sur lesquels, au contraire, son jugement est profondément différent et à vrai dire opposé à celui de la morale traditionnelle. Un certain nombre d'affects, le repentir, l'humilité, la mésestime de soi, étaient considérés par la morale chrétienne comme autant de vertus. Ils sont considérés par Spinoza comme autant de passions tristes, c'est-à-dire qu'à ses yeux, il faut les éviter et non pas les rechercher. On voit donc comment tout un pan, non pas la totalité, mais tout un pan de la morale de Spinoza est impossible à traduire en termes chrétiens. Alors qu'un certain nombre d'autres propositions sont parfaitement acceptables dans les termes de la morale traditionnelle, même si Spinoza les montre autrement. Donc on voit par exemple les lecteurs chrétiens bien intentionnés de Spinoza, c'est le cas par exemple sur mon biographe Colérus, prennent la peine de dire que telle ou telle proposition de l'éthique, on peut les reprendre, elles sont tout à fait louables. Mais ici, on a des propositions qui sont contraires au style de la morale traditionnelle, tout à fait blâmables. Deuxième remarque, la joie qui naît de la considération de nous-mêmes, Spinoza l'appelle amour-propre, philotia, ou contentement de soi, acquiescentia in se ipso. Philotia, c'est un terme qui est lui aussi traditionnel dans la morale, et c'est quelque chose qui d'habitude est condamné. Par exemple, l'autre grand auteur d'une éthique à l'époque de Spinoza, le philosophe néo-stoïcien Guelinx,
a centré toute son éthique sur la description et la critique de la Philothia. Or, cette Philothia que la morale traditionnelle critique, Spinoza, au contraire, le considère comme un affect positif, ou comme un affect le plus souvent positif, puisque c'est un affect joyeux. Bien entendu, il y a une joie qui est une passion, mais déjà, ce n'est pas une passion triste. Les passions joyeuses, elles peuvent avoir de mauvais effets, elles peuvent aussi avoir des bons, c'est faire accéder petit à petit aux affects actifs. Je vous renvoie sur ce point au très beau livre de Pascal Sévrac. Mais d'autre part, Spinoza prend surtout la peine de ne pas la condamner en tant que telle. Donc, sur l'humilité et sur la Philothia, Spinoza a au fond, par deux fois, une attitude inverse de celle de la morale traditionnelle. Je continue la lecture de Scoli. Comme elle se renouvelle toutes les fois que l'homme considère, la Philothia, l'amour-propre, le contentement de soi, comme elle se renouvelle toutes les fois que l'homme considère ses propres vertus ou ses puissances d'agir, il arrive par là, alors là il va d'abord énumérer les aspects négatifs, il arrive par là que chacun s'empresse à narrer ses faits et gestes et à étaler les forces tant de son corps que de son esprit, et que pour cette cause les hommes sont insupportables les uns aux autres. Autrement dit, le meilleur moyen que chacun trouve de considérer sa propre puissance d'agir, en attendant que les autres en fassent d'éloges, comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, c'est d'en faire l'éloge lui-même. Donc de dire aux autres, regardez tout ce que j'ai fait de bien, regardez comme je suis beau, intelligent, etc., etc. Et bien entendu, ce discours est insupportable pour autrui. Donc même si la Philothia est en soi une passion joyeuse, elle peut avoir des effets parfaitement négatifs dans les rapports interhumains. On verra dans la suite qu'elle peut en avoir d'autres. Et de là encore, il suit que les hommes sont de nature envieux, c'est-à-dire qu'ils s'épanouissent de la faiblesse de leurs pareils et s'attristent de la vertu de ses pareils. Pourquoi? Eh bien parce qu'évidemment, si je prends trop en considération la vertu d'autrui, par comparaison, ma propre vertu risque de paraître amoindrie. Et en conséquence, ça me donnera une idée de mon impuissance. Si au contraire, je prends en considération la faiblesse d'autrui, par comparaison, ma vertu s'en trouvera augmentée, et donc ça me donnera une plus grande idée de ma puissance. Donc il y a de fortes chances que considérer la vertu d'autrui risque de me rendre humble, et c'est bien dommage, et que considérer la faiblesse d'autrui risque d'augmenter mon contentement de moi, donc d'augmenter ma joie. Donc, ce mécanisme lui-même est un mécanisme neutre. Et notamment, il peut provoquer des sentiments parfaitement négatifs dans les relations entre les hommes, c'est-à-dire l'envie, la tentative d'abaisser autrui ou la vanité. Explication. Toutes les fois, en effet, que l'on imagine ses propres actions, on est affecté de joie, et d'autant plus que les actions semblent exprimer plus de perfection que l'imagine plus distinctement. C'est-à-dire qu'on peut davantage les distinguer des autres et les considérer comme choses singulières. C'est pourquoi on sera épanoui au plus haut point par la considération de soi-même, quand on considère en soi quelque chose que l'on nie des autres. Donc, plus je refuse aux autres quelque chose de positif, plus je m'épanouis en me considérant moi-même. Mais si l'on rapporte à l'idée générale de l'homme ou de l'être vivant ce qu'on affirme de soi, par exemple, si je considère que je pense, ben oui, mais tous les hommes pensent. Je ne vais pas en tirer particulièrement des faits. Il vaut donc mieux que je considère que je pense de façon particulièrement intelligente. Donc que les autres hommes pensent beaucoup moins bien que moi. Et à ce moment-là, je pourrais voir augmenter mon contentement de moi-même. Alors donc, si l'on rapporte à l'idée générale de l'homme ou de l'être vivant ce qu'on affirme de soi, on ne s'épanouira pas autant. Et on sera attristé au contraire si on imagine que les actions comparées à celles des autres sont plus faibles. On s'efforcera d'ailleurs d'écarter cette tristesse, toujours par un effet de la diamide conatus, puisque ça me rend triste, j'efforce de repousser cette image. On s'efforcera d'ailleurs d'écarter cette tristesse, et cela en interprétant faussement les actions de ses pareils, ou en ordonnant les siennes autant qu'on peut. Donc,
j'ai fait un exploit qui est moyen, je vais essayer de me le représenter comme le plus brillant possible, afin d'augmenter l'idée de ma propre puissance. Quelqu'un d'autre a fait un exploit particulièrement brillant, je vais naturellement tenter de le rabaisser pour que ça ne suggère pas en moi trop de tristesse en le considérant. Donc finalement, il y a ici un mécanisme qui explique pourquoi régulièrement j'ai tendance à me dire « oui, c'est quand même pas si terrible que ça ce qu'il a fait ». J'ai intérêt à penser que c'est pas si terrible que ça. Parce que si c'était si terrible que ça suscitera en moi le sentiment d'impuissance, donc une tristesse renforcée. Donc on voit là toute une série de comportements courants de la nature humaine, la tendance à raconter ses propres exploits, la tendance à étaler les forces de son corps et de son esprit, la tendance à considérer ce que l'on a fait et que l'on refuse aux autres, la tendance à rabaisser les exploits des autres, la tendance à augmenter ses propres exploits. Bon, tout cela qui sont des choses qui ont, comme un certain nombre d'autres qu'on a déjà vues, été répertoriées par les historiens, par les satiriques, par les poètes comiques. Au lieu d'apparaître comme des vices de la nature humaine, ils apparaissent comme des conséquences automatiques de la considération que je peux avoir de ma puissance et mon impuissance et de leurs effets sur ma joie et ma tristesse. Il apparaît donc que les hommes sont de nature enclins à la haine et à l'envie. Alors, la phrase pourrait s'arrêter là. C'est ce qu'on vient de démontrer. Mais il y a encore un effet multiplicateur qui n'a pas été mentionné jusqu'ici et que Spinoza ajoute. Donc, il apparaît donc que les hommes sont de nature enclins à la haine, à quoi s'ajoute encore l'éducation. Donc, l'éducation s'ajoute à la nature pour rendre les hommes enclins à la haine et à l'envie. On a envie de dire, c'est curieux. On n'a pas l'impression que l'éducation dise aux enfants soyez haineux, soyez envieux. Au contraire, on leur dit soyez gentils avec autrui. Oui, mais en fait, indirectement, l'éducation les amène à la haine et à l'envie. Pourquoi ? Je vous explique. Car les parents ont accoutumé d'exciter leurs enfants à la vertu par le seul aiguillon de l'honneur et de l'envie. C'est-à-dire que les parents n'excitent pas les enfants à la vertu par la raison. Ils ne disent pas il faut réussir telle ou telle chose parce que c'est bien. Ils disent il faut réussir telle ou telle chose parce que comme ça tu seras mieux que tes petits camarades. Tu seras le premier de la classe et la maîtresse te donnera une image. Si tu réussis mieux que les autres, je te ferai un cadeau pour Noël. Autrement dit, même si en soi ça peut être bien d'exciter les enfants à la vertu, le processus par lequel les parents les y encouragent est un processus qui repose sur les passions tristes. Donc, indirectement, l'éducation, par ce recours aux passions tristes, c'est-à-dire par ce recours au mécanisme de la considération de la puissance et de l'impuissance, donc ce recours aux passions tristes et aux aspects négatifs des passions joyeuses, développe indirectement chez les enfants la propension à la haine et à l'envie. Car les amène à considérer les autres comme des rivaux qu'il faut écraser ou qu'on ne peut que envier si on n'arrive pas à les écraser. On peut remarquer qu'il est rare que Spinoza parle de l'enfance, mais que quand il le fait, c'est toujours en des points extrêmement importants de son parcours. On a vu par exemple qu'il parlait de l'état d'équilibre du corps enfantin pour faire comprendre ce que c'était que l'imitation des affects. Et ici, il parle de nouveau de la façon dont les parents s'adressent à leurs enfants pour faire comprendre l'effet multiplicateur de l'éducation par rapport à la nature. Alors, c'est d'autant plus intéressant que, alors que d'habitude on se demande si l'éducation doit corriger la nature ou si elle doit renforcer les bons aspects de la nature, en général on peut dire très grossièrement qu'il y a deux types de théories de l'éducation. Il y a ceux qui disent la nature de l'enfant est mauvaise, le rôle de l'éducation c'est de la corriger, et ceux qui disent la nature de l'enfant est bonne, toutes les utopies éducatives, le rôle de l'éducation doit être de la renforcer. Spinoza remarque ici une troisième possibilité. C'est que la nature est à certains égards mauvaise et le rôle de l'éducation renforce ce mauvais côté.
Autrement dit, les enfants sont mauvais à la fois par nature, par le jeu naturel de leurs affects, et par les choses que leurs parents leur enseignent. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut que ce soit comme ça, mais que de fait, c'est comme ça. Donc de même que, sans le savoir, les citoyens sont des ennemis de l'État, parce que, quelles que soient leurs bonnes intentions, quelles que soient les intentions des législateurs, le jeu naturel de leurs affects les amène à s'opposer à l'État. De même, les parents sont des ennemis d'éducation, parce que les affects auxquels ils recourent pour éduquer les enfants ne leur montrent la vertu qu'à travers le prisme déformant des passions négatives. Alors, le Scoli pourrait s'arrêter là. Et donc, on aurait l'idée que les passions qui dominent parmi les hommes sont l'envie, la haine, etc., etc. Or, Spinoza remarque qu'il y a des exceptions. Pas des exceptions de la raison, ça il en parlera une autre fois. Il en parlera dans l'éthique 4. Mais que dans le monde naturel, dans le monde des affects avant l'intervention de la raison, il se passe encore autre chose. Donc il dit, il reste cependant peut-être un motif d'hésiter, parce qu'il n'est point rare que nous admirions les vertus des hommes et les vénérions eux-mêmes. Pour écarter ce motif d'hésitation, j'ajouterai le corollaire suivant. Donc comment expliquer que parfois, face à d'autres hommes, nous soyons menés par l'admiration et non pas simplement par l'envie? Donc corollaire, nul ne porte envie pour sa vertu à un autre qu'un pareil. Autrement dit, le mécanisme qui vient d'être décrit ici, le fait que nous ayons tendance à diminuer les vertus d'autrui pour augmenter la considération que nous avons de notre propre puissance, ça ne fonctionne qu'à l'égard des gens qui sont en gros nos égaux. Donc à l'égard des gens avec qui nous pouvons réellement entretenir une rivalité. Donc à l'égard de gens qui soit sont très au-dessus de nous dans la hiérarchie sociale, soit développent des qualités qui sont totalement extérieures à nous, nous pouvons avoir de l'admiration sans mélange. Parce que précisément, nous ne les considérons pas comme nos rivaux. Démonstration, l'homme ne s'efforce vers une action et ne désire la faire que si elle peut suivre de sa nature telle qu'elle est donnée. Donc l'homme ne désirera pas qu'aucune puissance d'agir ou qu'aucune vertu soit affirmée de lui si elle appartient en propre à la nature d'un autre et étrangère à la sienne. Autrement dit, si je m'efforce de devenir peintre et que je vois quelqu'un qui peint mieux que moi, je vais lui en vouloir. Mais si je n'ai aucune prétention à être peintre, si c'est dans une autre sphère d'activité que ma nature se développe, eh bien je peux admirer un grand peintre sans le jalouser. Parce que je ne le considère pas comme un de mes pareils. Il n'y a donc pas de rivalité potentielle entre lui et moi. Et à ce moment-là, l'affirmation de sa puissance n'engendre pas en moi le sentiment de mon impuissance. Scoli. Donc, puisque nous vénérons un homme, disions-nous plus haut dans la Scoli, position 52, parce que nous voyons, c'est-à-dire dans le Scoli, la position sur l'admiration, parce que nous voyons avec étonnement sa prudence, son courage, etc., cela a lieu, comme le montre la position précédente, parce que nous imaginons que ces vertus lui appartiennent de façon singulière. Autrement dit, la singularité qui engendre l'admiration protège en quelque sorte cette admiration contre les sentiments d'envie. Parce que nous imaginons que ces vertus lui appartiennent de façon singulière et que nous n'en faisons pas des manières d'être communes de notre nature. Et de la sorte, nous ne les lui envions pas plus que nous envions aux arbres leur hauteur ou aux lions leur courage. C'est-à-dire que ça nous semble, cette singularité qui est la sienne, nous semble étrangère à nous. Ce n'est donc pas un motif de lutte entre lui et nous, et l'admiration ne se mêle pas de sentiments de rivalité potentielle.
On va maintenant passer à deux propositions qui vont mettre en place la diversité la plus grande possible des affects. D'abord la diversité par les objets, puis la diversité par les individus. Proposition 56. Il y a autant d'espèces de joie, de tristesse et de désir, et conséquemment de tous les affects qui en sont composés, comme la fluctuation de l'âme, ou qui en dérivent, comme l'amour, la haine, l'espoir, la crainte, etc., qu'il y a d'espèces d'objets par où nous sommes affectés. Alors, la première partie de cette proposition fait en sorte le bilan de ce que nous avons appris au début. Premièrement, qu'il y a trois passions primaires, il y a un peu plus loin primitives, joie, tristesse, désir. Et deuxièmement, que tous les autres affects sont soit des compositions de ces affects primaires, c'est le cas de toutes les variantes de ce que Spinoza appelle la fluctuation animie, soit des dérivés, à savoir la joie et la tristesse avec la représentation d'une cause extérieure, c'est l'amour et la haine, avec la représentation du futur, c'est l'espoir et la crainte, etc., etc. Donc, on a là déjà un certain nombre d'affects qui sont plus nombreux que les trois primitifs, qui sont obtenus par les différents multiplicateurs qu'on a pris en considération. Et maintenant, on ajoute que, puisque la plupart de ces affects se définissent, plutôt complètent leur définition par un objet, je suis joyeux à propos de tel objet, même si ce n'est pas l'objet qui provoque au sens strict ma joie, je désire tel objet, j'ai peur de tel objet, je déteste tel objet, etc., etc. Comme ces objets sont divers, eh bien on pourra encore diversifier les affects en fonction de ces différents objets. C'est pourquoi le langage courant a inventé des noms d'affects plus précis que ceux que Spinoza mentionnait jusqu'ici. Autrement dit, on est ici dans une situation conceptuelle linguistique opposée à celle qui a été mentionnée par deux fois. La méthode génétique de Spinoza l'amène à mettre au premier plan des caractéristiques auxquelles l'usage commun n'a pas encore donné de nom. Au contraire, l'usage commun a donné des noms à des diversifications qui, aux yeux de Spinoza, sont très secondaires, puisqu'elles renvoient à des mécanismes communs. Donc, il va maintenant mentionner un certain nombre dans la démonstration. Ou plutôt, je ne rentre pas dans le détail de la démonstration, je vais plutôt passer au scoli. Parmi ces différentes espèces des affects, qui doivent être les plus nombreuses, celles qui sont notoires, insignes, remarquez bien qu'il dit notoire, il ne dit plus importante. Primitives ou importantes, c'est celles qui sont importantes dans l'ordre de la démonstration génétique. Ici, au contraire, il se place du point de vue du sens commun. Celles qui sont notoires sont luxuria, je donne les traductions d'appui au fur et à mesure, luxuria, gourmandise, ebrietas, l'ivrognerie, libido, la lubricité, avaritia, l'avarice, en fait, c'est pas une bonne traduction, l'avarice c'est la cupidité, et ambitio, l'ambition. Je dis qu'avarice, c'est plutôt la cupidité parce que c'est plutôt le désir d'avoir de l'argent et éventuellement de le conserver. Alors qu'en français, le terme avarice désigne simplement le désir de le conserver. Mais ces espèces des affects ne sont que des désignations de l'amour ou du désir qui expliquent la nature de l'un et l'autre affect par les objets auxquels ils se rapportent. Par gourmandise, ivrognerie, lubricité, avarice, ambition, nous n'entendons rien d'autre en effet qu'un amour ou un désir immodéré de la chair, CHERE, de la nourriture, de la boisson, du coït, des richesses et de la gloire. On peut remarquer au passage que Spinoza, dans la mesure où il se laisse conduire par les désignations populaires, donc par l'usage commun de la pensée, prend en considération 5 affects, et des affects que l'usage commun désigne comme immodérés. Mais ces 5 affects, en réalité, correspondent aux 3 grands types de désirs qu'a depuis longtemps repéré la morale traditionnelle, et que Spinoza lui-même citait au début de traiter la forme de l'entendement,
Alors pourquoi d'habitude il y en a 3 et non pas 5? Parce qu'en fait, gourmandise, ivrognerie et lubricité sont en général réunis ensemble sous le terme libido. Si vous regardez le début de la réforme de l'entendement, il y a à la fois la libido, qui est le désir, enfin le désir corporel, qui ici est distingué entre la libido proprement dite, c'est-à-dire la libido sexuelle, et l'ivrognerie, le désir de la boisson, et la gourmandise, donc Soria, le désir des aliments. Mais en fait, c'est le même mécanisme. C'est une libido qui concerne les désirs du corps. Et les deux autres sont le désir de l'argent, la waritia, et le désir du pouvoir ou des honneurs, l'ambitio. Donc dans le traité de l'entendement, on a 3 types de désirs qui sont censés donner l'ensemble des biens, résumer l'ensemble des biens de la vie commune, l'ensemble des aspirations de la vie commune. La libido, les richesses et la recherche des honores, la recherche du pouvoir. Ce sont effectivement 3 caractéristiques générales qui s'y réapparaissent. Simplement, la première caractéristique, libido, étant à son tour divisée en fonction de ses objets. Alors, je continue. De plus, ces affects, en tant que nous les distinguons des autres par l'objet où elles se rapportent, n'ont pas de contraire. Donc, on n'est pas dans une morale de type aristotélicien où la vertu est située entre 2 vices. Car la tempérance, la sobriété et enfin la chasteté, que nous avons accoutumé d'opposer à la gourmandise, à l'ivrognerie et à la lubricité, ne sont pas des affects ou des passions, mais manifestent la puissance de l'âme qui gouverne ces affects. Donc on voit apparaître ici tout d'un coup ce qui va être l'objet de éthique 4 et de éthique 5, c'est-à-dire les moyens par lesquels, face aux affects, l'âme exprime sa puissance. Et il s'agit bien, par ces moyens, de gouverner les affects, modérer les affects, quae os affectus moderatur, ça sera la question de l'éthique 5. Et Spinoza continue, en mentionnant et en réprimant à la fois cette multiplicité affective, je ne peux d'ailleurs ici expliquer les autres sortes d'affects, car il y en a autant que d'espèces d'objets, et si même je le pouvais, cela n'est pas nécessaire. Car pour l'exécution de notre dessein, qui est de déterminer les forces des affects et la puissance qu'a l'âme sur eux, il nous suffit d'avoir une définition générale de chaque affect. Donc, alors que la morale traditionnelle ou la psychologie satirique se complaît dans l'énumération et la distinction d'une très grande variété d'affects, aux yeux de Spinoza, cette énumération et cette description sont inutiles parce que pour ce qu'il veut faire, à savoir étudier la puissance des affects et la puissance de l'âme face à eux, il suffit de connaître les mécanismes fondamentaux qui les produisent. Donc à la fois, il est très conscient qu'au-delà de ces mécanismes fondamentaux, on peut diversifier, multiplier, presque artificiellement, le nombre des affects, mais d'un autre côté, cette multiplication est inutile pour la science et donc pour la conduite, parce que comme elle n'est fondée que sur la diversité des objets, elle ne concerne en rien les mécanismes productifs. Or, c'est au niveau des mécanismes productifs que est fondée l'éthique. Il nous suffit, dis-je, de connaître les propriétés communes des affects et de l'âme pour pouvoir déterminer de quelle sorte et de quelle grandeur est la puissance de l'âme pour gouverner et réduire les affects. C'est le sous-titre de l'éthique 5. Bien qu'il y ait une grande différence entre telle ou telle affection d'amour, de haine ou de désir, par exemple entre l'amour pour les enfants et l'amour pour une femme, l'amour pour l'épouse, dit Uxor, nous n'avons donc pas besoin de connaître ces différences et de pousser plus outre l'étude de la nature et de l'origine des affects. Donc, cette proposition 56 et son scoli, à la fois indique encore une raison de multiplication des affects et souligne l'inutilité pour la connaissance scientifique de rentrer dans ce détail. La diversification par les objets ne fait pas partie de la science utile. Donc il renvoie à la curiositas plutôt qu'à l'utilitas.
Alors, est-ce que c'est la seule diversification? Il y a encore une autre. À côté de diversification par l'objet, il y a diversification parce qu'on ose à peine nommer le sujet, l'agent dans lequel se passe cet affect. Proposition 57. Un affect quelconque de chaque individu diffère de l'affect d'un autre, autant que l'affect de l'un diffère de l'essence de l'autre. On dit à chaque fois, l'amour, le désir, la joie, et bien entendu aussi l'envie, l'ambition, etc., sont modulés en fonction de l'ingenium propre, de la complexion propre de chaque individu. Donc, non seulement les affects se multiplient du côté des objets, mais ils se multiplient aussi du côté des individus. Chacun d'entre nous vivra sa joie, sa cupidité, sa jalousie, etc., suivant les modes propres qui lui seront dictés par son corps et par son imaginaire. Je saute la démonstration. Scully, il suit de là que les affects des vivants que l'on dit privés de raison, c'est-à-dire les bêtes brutes, entre parenthèses, nous ne pouvons douter en effet que les animaux ne sentent, une fois connue, l'origine de l'âme. Donc là, on est renvoyé à la petite physique de l'éthique 2. Tout ce qui a été dit du corps dans l'éthique 2, c'est vrai, quoiqu'à un moindre degré, en ce qui concerne les animaux. Les animaux, comme les hommes, ont un corps. Un certain nombre d'entre eux, comme les hommes, doivent avoir de la mémoire. Ils ont des relations avec le monde extérieur. Alors, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Finalement, la distinction est quantitative. Au fond, les seules distinctions que les postulats sur le corps humain indiquent, c'est que le corps humain a peut-être plus de possibilités de traces mémorielles, qu'il a plus de complexité dans son corps, ce qui lui permet plus de relations avec le monde extérieur, il peut l'affecter plus et être plus affecté par lui. Il faut bien voir que il n'y a pas de définition de la nature humaine chez Spinoza. Ce qui en tient lieu, c'est une distinction en termes de degrés. Mais on peut penser que les animaux, ou du moins certains d'entre eux, possèdent aussi une relative complexité, moindre que nous, échangent eux aussi avec le monde extérieur, moins que nous, ils le modifient moins, ils sont moins modifiés par lui, et sans doute ont-ils des traces mémorielles, donc un imaginaire plus simple. Mais ils ont bien des mentes, des âmes, comme nous, mais des âmes, elles aussi, plus simples. Et peut-être dont les idées d'image sont si confuses que jamais les propriétés communes ne peuvent se dégager assez, les notions communes ne peuvent se dégager assez pour donner sens à la raison. Mais finalement, Spinoza ne prend pas véritablement la peine de démontrer tout cela. La preuve, il dit ces animaux quae irrationalia dicuntur, et non pas quae irrationalia sunt. Donc il ne dit pas qu'ils sont privés de raison, mais que l'on dit privés de raison. Bon, ça veut dire qu'au fond, il ne souhaite pas s'engager dans le débat qui a une longue histoire derrière lui, au XVIIe siècle, sur la raison des animaux, sur savoir ce que les animaux peuvent faire, que l'on ne peut pas faire, etc., etc. Ça n'est pas son problème. Son problème, en tout cas, c'est certainement que les animaux ont une mens, eux aussi, dans la mesure où ils ont un corps. Il faut bien qu'il y ait une idée qui corresponde dans la pensée à ce corps, même si cette mens est beaucoup plus primitive, embryonnaire, confuse que la nôtre. Mais puisqu'ils ont une mens, c'est que leur corps, au moins pour certains d'entre eux, a des traces affectives, dans leur mens, il y aura aussi des affects. Simplement, ces affects seront aussi différents des nôtres que notre nature est différente de la leur. Donc au fond, la différence des affects s'enracine dans la différence de nature corporelle et imaginative de deux façons. Premièrement, d'espèce à espèce, et deuxièmement, à l'intérieur d'une espèce, d'individu à individu. Et peut-être, doit-on dire, en raison de la complexité du corps humain, que l'individu humain est plus individué que les individus des autres espèces, bien que Spinoza ne s'attarde pas à cette question. Donc, le cheval et l'homme sont sans doute tous les deux emportés par la lubricité de procréer, mais le premier par une lubricité de cheval, le second par une lubricité d'homme. Et on pourra dire sans doute aussi qu'on trouve chez les animaux
de la jalousie, de l'amour, de la haine, mais qui se distinguent des nôtres dans la mesure où la nature de leur corps, donc de leur mène, se distingue de la nôtre. Et il en est de même des autres animaux, bien entendu, pas seulement du cheval. Seconde conséquence, bien que chacun vive dans le contentement et l'épanouissement de sa nature telle qu'elle est formée, cette vie dont chacun est content et cet épanouissement ne sont rien d'autre que l'idée ou l'âme de cet individu. Évidemment, si les affects de l'un diffèrent des affects de l'autre, comme la nature de l'un diffère de la nature de l'autre, à ce moment-là, la joie et la tristesse, donc notamment l'acquiescentia animi de chacun, va avoir une qualité, une coloration, une teneur propre, en fonction de sa nature, de sa complexion propre, qui se distinguera de celle de l'autre. Donc, même si tout homme, quand il considère sa propre puissance, est sujet à une augmentation de sa joie, donc à un contentement de soi, le contentement de soi de l'un différera du contentement de soi de l'autre, comme la nature de l'un diffère de la nature de l'autre. Et cette nature, ce n'est pas simplement la nature donnée au départ, ce n'est pas simplement le capital initial de disposition corporelle et de disposition imaginative. C'est aussi ce que l'histoire individuelle de chacun en a fait. L'ingénium de quelqu'un, j'ai dit un certain nombre de fois, c'est à la fois son donné initial et ce que son développement temporel, sa vie, ont fait de ce donné initial. Donc le fait d'avoir eu telle ou telle vie, et le fait d'avoir eu cette vie parmi les Romains, les Hébreux ou les Néerlandais, donne finalement un ingénium totalement différent d'individu à individu. Comme le fait d'avoir eu une vie parmi les paysans ou parmi les cavaliers. Pour reprendre l'exemple qui est donné dans Éthique 2. On n'aura pas les mêmes associations d'idées, on n'aura donc pas non plus les mêmes affects. Enfin, alors, troisième caractéristique, qui suit la précédente, il suit de la proposition précédente que la différence n'est pas petite entre l'épanouissement dont un ivrogne, par exemple, subit l'attrait, et l'épanouissement auquel est parvenu un philosophe, ce que j'ai voulu faire observer en passant. Autrement dit, le philosophe est, autant que l'ivrogne, sujet au contentement de soi. Quand il considère sa propre puissance, il éprouve du gaudium, de l'épanouissement. Mais l'ivrogne éprouve un contentement de soi qui est lié à sa puissance réfractée dans sa propre nature, donc affecté par les caractéristiques de son ivrognerie. Le philosophe éprouve un contentement de soi qui est lié aux caractéristiques de sa nature, telle qu'elle réfracte sa recherche de la raison de la vérité. Donc c'est bien le même mécanisme qui fait que l'ivrogne est content de lui et que le philosophe est content de lui. Mais ce même mécanisme donne deux effets profondément différents en fonction de la complexion de l'un et de la complexion de l'autre. Spinoza ajoute à la fin de ce scoli, voilà, pour ce qui concerne les affects, qui se rapportent à l'homme en tant qu'il est passif. Donc tout ce qui a été dit jusqu'ici, pratiquement depuis le début, concernait les affects en tant que l'homme subit les rencontres avec l'extérieur et leurs conséquences. Donc toutes les affects que nous avons rencontrés jusqu'ici étaient des passions. Or Spinoza avait énoncé au début du livre que l'homme n'est pas toujours passif, il peut être actif dans sa relation avec le monde extérieur. Il est donc capable non seulement d'affects passifs, mais d'affects actifs, c'est-à-dire non seulement de passion, mais d'action. On avait vu que dans le langage de Spinoza, certes, action s'oppose à passion, mais cette opposition ne recouvre pas la distinction entre le corps et l'âme. Au contraire, pour Spinoza, et c'est ce qu'il distingue des cartésiens, lorsque le corps est passif, l'âme est passive aussi. Donc ce qui est passion dans le corps est passion dans l'âme. Lorsque le corps est actif, l'âme est active aussi. Alors parmi les affects,
On se trouve donc désormais face à une double distinction. Il y a d'une part les affects on peut regarder les affects, les distinguer en tant qu'ils augmentent ou diminuent la puissance d'agir. Et en ce sens, on classe tous les affects, si ce n'est ceux du désir, entre affects joyeux et affects tristes. Mais d'un autre côté, on peut classer les affects en tant qu'ils sont corollaires de la passivité en nous ou de l'activité en nous. On va donc classer les affects, de ce point de vue, en affects passifs, les passions, et affects actifs, les actions de l'âme, les actions du corps. Ces deux distinctions ne se recouvrent pas. Certes, les passions tristes sont toujours passives, mais les affects joyeux peuvent être parfois passifs et parfois actifs. Donc finalement, les deux classifications vont donner trois catégories. Les affects uniformément passifs, c'est-à-dire les affects tristes, les affects joyeux et passifs, et les affects joyeux et actifs. On aura donc, à côté de la joie qui est une passion, un autre type de joie, une joie qui est une action. Dans la joie qui est une passion, ma puissance d'agir augmente, mais je suis néanmoins encore dominé par des lois externes. Dans la joie qui est une action, ma puissance d'agir augmente, et elle augmente en fonction de mes lois internes. Donc tout le problème éthique pour Spinoza, ça va être de passer des affects tristes aux affects joyeux, puis, à l'intérieur des affects joyeux passifs aux affects joyeux actifs. Alors, reprenons la démonstration de cette proposition 58. Donc, je rappelle la position 58. Outre la joie et le désir qui sont des passions, des affects passifs, il y a d'autres affects de joie et de désir qui se rapportent à nous en tant que nous sommes actifs. Démonstration. Quand l'âme se conçoit elle-même et conçoit sa puissance d'agir, elle est joyeuse. Ça, c'est ce qu'on a vu en position 53. Or, l'âme se considère nécessairement elle-même quand elle conçoit une idée vraie ou adéquate. Autrement dit, parmi les preuves de la puissance d'agir, il y en a une catégorie particulière qui est ma puissance de penser dans la formulation de l'idée adéquate. Donc, quand je résous un théorème mathématique, ou quand je comprends le système des causes qui sont à l'origine de tel événement historique, ou quand je calcule exactement ce que je dois faire dans telle situation concrète, c'est-à-dire quand je fais un choix raisonnable, j'exerce ma puissance d'agir d'une façon qui renvoie à mes propres lois. Donc, lorsque je considère cette puissance d'agir, je suis joyeux à propos de quelque chose qui est interne en moi et qui ne dépend pas du monde extérieur, qui dépend de la mise en œuvre de ma propre vertu et non pas de la mise en œuvre de lois externes. Je cite, « Donc alors l'âme est joyeuse dans la mesure où elle conçoit les idées adéquates, c'est-à-dire dans la mesure où elle est active. De plus, l'âme, en tant qu'elle a des idées claires et distinctes, autant qu'elle en a de confuses, elle s'efforce de persévérer dans son être. Mais par effort, nous désentendons le désir, donc le désir se rapporte à nous aussi en tant que nous connaissons, c'est-à-dire en tant que nous sommes actifs. Donc, lorsque l'âme a des idées confuses, elle s'efforce de persévérer dans son être, elle est donc là dans un désir passif. Lorsque l'âme a des idées claires et distinctes, elle s'efforce de persévérer dans son être, elle est donc là dans un désir actif. On a donc, à côté du désir passif, persévérer dans mon être quand je suis dominé par des idées confuses. Un désir actif, persévérer dans mon être quand je suis dominé par des idées claires. C'est-à-dire des idées qui dépendent de ma propre chaîne d'idées adéquates.
à côté de la joie passive, c'est-à-dire l'augmentation de la puissance d'agir à cause d'événements extérieurs, il existe aussi une joie active, c'est-à-dire l'augmentation de la puissance d'agir à cause d'un événement intérieur, c'est-à-dire la production d'idées adéquates. On a donc bien, à côté de la joie et du désir passion, une joie et un désir action. En revanche, il est absolument impossible qu'il y ait une tristesse qui soit une action. C'est ce qu'énonce Proposition 59. Parmi tous les affects qui se rapportent à l'âme en tant qu'elle est active, il n'y en a point qui ne se ramène à la joie et au désir. Donc, parmi les trois affects primaires, joie, tristesse, désir, seuls la joie et le désir peuvent produire des affects actifs. Démonstration. Tous les affects se ramènent au désir, à la joie et à la tristesse, comme le montrent les définitions que nous avons données. Mais par tristesse, nous entendons ce qui diminue ou réduit la puissance de pensée de l'âme. Et ainsi, en tant que l'âme est attristée, sa puissance de connaître, c'est-à-dire d'agir, est diminuée ou contrariée. Il n'est donc point d'affect de tristesse qui se puisse rapporter à l'âme en tant qu'elle est active, mais seulement des affects de joie et des désirs, puisqu'il y en a qui, parmi eux, parmi les affects de joie et de désir, qui se rapportent à l'âme considérée comme telle. Donc on a bien finalement trois catégories d'affects. Les affects tristes qui sont toujours des passions, les affects joyeux qui sont parfois des passions, les affects joyeux qui sont parfois des actions. Autrement dit, on a achevé, quand on est en cette fin de Proposition 59, la description des forces des affects, d'abord la description de l'engendrement des affects et l'évaluation relative de leurs forces. Cette première évaluation consiste dans cette double classification entre joyeux et triste, entre actif et passif. C'est cette double évaluation qui permet de créer pour Spinoza des grandes classes d'affects qui, en partie, correspondent à ce modèle traditionnel et en partie s'opposent à elle. Alors, le scoli qui suit cette Proposition 59 est à beaucoup d'égards plutôt un scoli de l'ensemble de l'éthique 3 qu'un scoli de la proposition elle-même. Il commence en commentant les deux dernières propositions de l'éthique 3, mais il continue en commentant l'ensemble de l'éthique 3. On peut dire qu'il tire le bilan de toute la partie démonstrative de l'éthique 3. Et après ce scoli viendra la dernière partie de l'éthique 3, une partie non démonstrative, qui est au fond une reprise des définitions des affects, suivie de remarques, c'est-à-dire de sortes de scolies tout à fait particulières. Alors, je lis d'abord ce scoli de la proposition 59. Je ramène à la fortitudo, un peu une traduit force d'âme, les actions qui suivent des affects se rapportant à l'âme en tant qu'elle connaît. Donc, l'ensemble des affects actifs, puisque là aussi on ne va pas considérer l'ensemble, chacun des détails, chacune des diversifications, l'ensemble des affects actifs, Spinoza les ramène à un seul registre, celui de la fortitudo. Mais cette fortitudo, elle va se diviser elle-même en deux. Je divise la fortitudo en fermeté et en générosité. Alors, ce qu'on peut traduire par fermeté, c'est l'animositas. Évidemment, c'est difficile en français de dire animosité, parce que l'animosité, c'est conçu comme une espèce de colère de basse intensité, de colère ponctuelle. Donc, par animositas, ce que Peu appelle fermeté. J'entends un désir par lequel un individu s'efforce à se conserver en vertu du seul commandement de la raison. Donc l'animositas, c'est au fond l'attitude de l'individu envers lui-même. L'animositas, c'est l'effort pour se conserver. Donc l'animositas, c'est le conatus. Simplement, le conatus, ça n'est pas toujours l'effort pour se conserver en fonction du commandement de la raison. Donc l'animositas, c'est le conatus en tant qu'elle met la raison au poste de commandement. Donc l'animositas, c'est la façon, la fermeté, c'est la fortitudo en tant qu'elle concerne l'individu lui-même, dans son rapport à lui-même. Et vous remarquez quelque chose qu'on considérera dans la suite de l'éthique, finalement, cette partie active du monde affectif ne demande rien d'autre que ce qui est la base des affects eux-mêmes, à savoir le conatus.
Simplement, il s'agit de diriger son désir de persévérer en son être en fonction de la raison et non pas en fonction des affects. Et on dira plus tard que de fait, cette version du conatus est beaucoup plus efficace que l'autre. Parce que si le désir d'agir en fonction des affects est un désir lucide, ce qui n'est pas toujours nécessairement, il sera aussi plus efficace. Alors maintenant, deuxième dimension de la fortitudo, par generositas, par générosité, j'entends un désir par lequel un individu j'entends un désir par lequel un individu s'efforce, en vertu du seul commandement de la raison, donc parallèle à la première dimension, à assister les autres hommes et à établir entre eux et lui un lien d'amitié. Donc finalement, la generositas, c'est la fortitudo dans son rapport à autrui. Donc la fortitudo peut s'exprimer de deux façons. Dans le rapport d'individu à soi-même, c'est l'animositas. Dans le rapport d'individu à autrui, c'est la generositas. Remarquez que le terme ne diffère pas beaucoup de la générosité qu'on trouve chez Corneille, chez Descartes, etc., etc. Alors, faire l'éloge de la générosité, c'est effectivement quelque chose qui ne distingue pas beaucoup Spinoza des autres morales de l'âge classique. On est ici sur la partie de sa morale qui ressemble, au moins lexicalement, mais ça va plus loin que lexicalement, à d'autres morales de l'âge classique. Simplement, il faut bien voir que cette introduction de la générosité a été produite dans son système par tout un raisonnement génétique qui ne se trouve pas chez les autres philosophes. Donc, deux facettes de la fortitudo, la facette intérieure, la facette interhumaine. Alors, je rapporte donc à la fermeté, à l'animositas, ces actions qui ont pour but l'utilité de l'agent seulement, et à la générosité, celles qui ont aussi pour but l'utilité d'autrui. La tempérance, la sobriété, la présence d'esprit dans les périls, donc au moins deux des vertus qu'on avait citées tout à l'heure, plus encore une autre, sont des espèces de la fermeté. La modestie, la clémence, etc., des espèces de la générosité. Donc, Spinoza n'insiste pas plus, il se contente d'énumérer, là aussi, à titre d'exemple, au fond, simplement, quelques-unes des espèces de ces affects actifs. Donc, pour les affects actifs comme pour les affects passifs, il y a des spécifications en fonction de leur mode de production, de leurs objets, des individus où ils sont produits, mais ça n'intéresse pas plus Spinoza de continuer ici dans le détail que ça n'intéressait pour les affects passifs. Ça n'intéresse même en sens encore moins parce que ce sont les affects passifs qui nous gouvernent la plupart du temps, donc il était logique qu'on leur consacrait plus de temps. Alors maintenant commence la partie du scoli qui est plutôt un scoli de l'ensemble du livre. Il dit « Je pense ainsi avoir expliqué et fait connaître par leur première cause ». Alors, par leur première cause, c'est bien des définitions génétiques. Je pense ainsi avoir expliqué et fait connaître par leur première cause les principaux affects et les principales fluctuations de l'âme qui naissent par la combinaison des trois affections primitives, et ici il dit bien primitive, trium primitivorum affectum, la plus primaire, à savoir le désir, la joie et la tristesse. On voit par cette exposition que nous sommes mus en beaucoup de manières par les causes extérieures et que, pareil aux vagues de la mer, mus par des vents contraires, nous sommes ballottés, ignorant ce qui nous adviendra et quel sera notre destin. Alors on peut remarquer ici tout d'un coup que Spinoza utilise pour désigner les passions un registre métaphorique. Nous sommes ballottés, nous sommes mus par les vents contraires comme les vagues de la mer. Alors à la fois ce registre n'est pas du tout une nouveauté. On pourrait me dire qu'il n'y a rien de plus traditionnel que de dépeindre l'homme agité par les passions suivant une métaphore empruntée à l'aventure maritime. Il y a deux variantes. Spinoza n'en choisit qu'une ici. L'une des variantes, c'est justement les passions, nous sommes affectés par les passions comme les vagues de la mer par le vent ou par les courants. C'est celle que Spinoza prend. Et l'autre, c'est bien entendu de comparer la vie humaine au voyage d'un navire. Et ici, Spinoza ne reprend pas l'image, il reprend simplement les conséquences. Et nous sommes incertains de la fin de notre vie, ou de des décisions que nous allons prendre,
comme le navire est incertain de la question de savoir s'il va pouvoir entrer dans le port ou si les vents l'empêcheront. Donc Spinoza ici côtoie, très consciemment, très volontairement, le langage et les références exemplaires les plus usuelles du discours rhétorique. Sauf que ces effets rhétoriques, enfin les objets désignés par ces effets rhétoriques, il en a assigné la cause. Donc on voit ici pratiquement en 2 phrases concentrées à la fois l'explication génétique et l'illustration rhétorique. C'est-à-dire ce qui est le plus propre à Spinoza et ce qui est le plus commun moraliste. Et les deux sont articulés parce que Spinoza prétend avoir, par ce qui est le plus propre à sa méthode, expliqué ce qui est le plus commun à tous les autres. Tout le monde sait que les hommes sont impuissants, fluctuants et ballottés, mais moi je vous dis pourquoi il en est ainsi. Donc je dis au moins sur ce point la même chose que tous les autres, mais moi j'explique pourquoi. On est renvoyé ici à ce que disait la préface de l'éthique 3, et qui était justement cette différence entre la description et l'explication. Il continue. J'ai dit toutefois que j'ai fait connaître seulement les principaux conflits où l'âme est engagée et non tous ceux qu'il peut y avoir. Continuant de suivre en effet la même voie que plus haut, nous pouvons montrer facilement que l'amour se joint au repentir, au dédain, à la honte, etc. Bien mieux, il est, je crois, établi pour chacun, par ce qui précède, que les affects peuvent se combiner entre eux de tant de manières et que tant de variétés naissent de là qu'on ne peut leur assigner aucun nombre. Autrement dit, j'ai montré un certain nombre d'effets multiplicateurs, j'ai montré comment les affects se combinent avec l'admiration, j'ai montré comment ils sont multipliés en outre par les objets et par les agents, mais je pourrais continuer indéfiniment en montrant en outre comment ils se combinent les uns aux autres. C'est-à-dire qu'au fond, toute la diversité qu'on lit dans les pièces de théâtre et les romans, toute la subtilité dont font preuve les poètes et les satiristes, elle est comprise en germe dans ce qui est dit ici. Simplement, cette subtilité, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que notre but, c'est justement pas de décrire avec beaucoup de détails toutes les variations des affects, c'est de montrer par quel mécanisme les affects sont produits. Et en conséquence, il suffit à mon dessin d'avoir énuméré les principales, puisque l'énumération n'est jamais, pour Spinoza, que l'illustration de la production. Or, ce qui l'intéresse, c'est la production et l'évaluation, et non pas la description pour elle-même. Pour celles que j'ai omises, elles seraient objet de curiosité plus que d'utilité. Or, il a dit au début de l'éthique 2 qu'il voulait nous conduire, non pas nous raconter tout ce qu'il y a dans l'univers, mais nous conduire comme par la main jusqu'au salut. C'est-à-dire que le discours de l'éthique est gouverné par la règle de l'utilité. Donc, pour la même raison que l'éthique n'a pas besoin de nous donner une physique complète, mais que la petite physique et l'énumération des postulats du corps humain dans l'éthique 2 suffisent pour ce dont il a besoin, de la même façon, l'éthique n'a pas besoin de psychologie complète. L'analyse des principaux mécanismes producteurs des affects dans l'éthique 3 suffit pour qu'on puisse passer à l'analyse de l'impuissance humaine et à l'analyse des forces de la raison contre cette impuissance. On a donc bien ici, comme conclusion générale de l'éthique 3, un renvoi à son utilité, cette utilité étant de nous faire comprendre pourquoi nous sommes impuissants et malheureux. Et il faut remarquer que, pour une des premières fois, Spinoza utilise le terme de conflit. Il avait bien parlé des fluctuations de l'âme, mais ici le terme conflit ajoute quelque chose de plus, ou plutôt n'ajoute rien quant au contenu, mais nomme. On avait vu qu'en fait, très souvent, d'un individu à l'autre, les affects différents, ou même parfois les mêmes affects, quand ils se portent sur des objets non partageables, les portent à l'hostilité,
Donc, l'étude des mécanismes affectifs montre donc pourquoi les conflits entre individus sont nécessaires. Et d'autre part, les fluctuations de l'âme montrent pourquoi les conflits sont nécessaires aussi à l'intérieur de chaque individu. Donc, pendant tout le parcours de Éthique 3, la psychologie spinoziste s'est révélée comme une déduction causale des passions. Maintenant, elle se présente, dans la foulée, comme une explication causale des conflits. Nous pouvons donc conclure cette partie de l'éthique en disant que la trame de la vie la plus commune des hommes, ce sont les affects, et le produit des affects, ce sont nécessairement les conflits entre les hommes et à l'intérieur de chaque homme. Donc il n'y a pas à se demander pourquoi les hommes, pourquoi chaque individu est divisé et pourquoi les hommes sont hostiles les uns aux autres. C'est tout simplement ainsi. C'est ainsi parce que le jeu naturel de leurs affects ne peut que produire cette série de conflits. Il faut donc remarquer que la conflictualité naturelle des hommes, ce qu'en politique on pourrait appeler l'état de nature, ce que Spinoza appellera l'état de nature dans le chapitre 16 du traité de logico-politique, cette conflictualité naturelle n'a pas besoin d'être expliquée par des différences liées aux objets. Ça n'est pas à cause de leur rareté dans le monde matériel que les hommes se battent les uns avec les autres. Même s'il y avait suffisamment d'objets à se partager, le jeu des affects produirait néanmoins des conflits. Donc la source des conflits n'est pas dans le monde extérieur, elle est dans le jeu passionnel, qui est le jeu spontané de la nature humaine. Alors le texte pourrait s'arrêter là. Spinoza ajoute encore quelque chose qu'il n'a pas mentionné en cours de route, mais qu'il avait mentionné, par exemple, au début du traité de la réforme de l'entendement, dans le passage que je citais tout à l'heure. Ce qu'on pourrait appeler une théorie de la satiété. Mais cette fois, de nouveau, c'est une théorie explicative. Alors que dans le traité de la réforme de l'entendement, il s'agit simplement d'une mention comme de quelque chose de bien connu. Dans le traité de la réforme de l'entendement, Spinoza disait que la poursuite de chacun des trois biens fondamentaux, la libido, les honneurs, les richesses, amenait au fond à sa propre destruction. La poursuite du pouvoir et des honneurs par l'imitation qu'elle force à l'égard de ceux dont nous recherchons les honneurs détruit notre identité propre. La recherche des richesses produit souvent la destruction de ceux qui les cherchent. Et enfin, la libido, disait-il, produit sa propre destruction. Même lorsqu'elle est satisfaite. Quand elle n'est pas satisfaite, elle nous irrite, et quand elle est satisfaite, nous en éprouvons le dégoût. Il mentionnait quelque chose de bien connu. Ici, au contraire, il va essayer d'expliquer comment ça se passe. Il reste cependant à observer au sujet de l'amour que, par une rencontre très fréquente, quand nous jouissons de la chose que nous désirions, le corps peut acquérir par cette jouissance un état nouveau. Donc, un certain état du corps nous a fait désirer quelque chose, mais, on dirait en termes modernes, la jouissance de la chose transforme notre métabolisme. Donc, fait que nous ne la désirons plus. Ou plutôt, fait qu'elle entre en contradiction avec le nouvel ingenium provisoire de notre corps. Donc, par une rencontre très fréquente, le corps peut acquérir par cette jouissance un état nouveau, être par là autrement déterminé, de façon que d'autres images de choses soient éveillées en lui, et que l'âme commence en même temps à imaginer autre chose et désirer autre chose. Quand, par exemple, nous imaginons quelque chose à la saveur de quoi nous avons accoutumé de prendre plaisir, nous désirons en jouir, c'est-à-dire en manger. Donc j'aime beaucoup les gâteaux à la crème. Mon corps, se représentant, produisant des images de gâteaux à la crème, fait que je désire en manger. Et en même temps, mon âme éprouve l'idée de ce désir. Alors, admettons que nous arrivions à satisfaire de désir, donc nous mangeons un grand nombre de gâteaux à la crème, mais tandis que nous en jouissons ainsi, l'estomac se remplit
et le corps se trouve dans un autre état. C'est-à-dire que le corps se trouve dans un état où il est suffisamment saturé de gâteau à la crème et il ne peut plus en absorber plus. Si donc dans cette disposition nouvelle du corps, l'image de ce même aliment se maintient parce qu'il est présent, donc j'ai trop mangé de gâteau à la crème et on apporte encore un nouveau temps en me disant mais si, prenez-en encore. Donc l'image de ce même aliment se maintient parce qu'il est présent et conséquemment aussi l'effort, c'est-à-dire ou le désir de manger, à ce désir ou effort s'opposera cet état nouveau et par suite la présence de l'aliment que précisément je désirais sera odieuse. Je dirais j'en veux plus. Je suis arrivé à la satiété. C'est là ce que nous appelons dégoût et lassitude. Donc, le dégoût et la lassitude que d'habitude la tradition morale rapporte à l'amour, que ce soit les formes d'amour les plus élevées ou l'amour de la nourriture, Spinoza tient à l'expliquer par les mécanismes les plus corporels. C'est parce que la jouissance transforme l'état de notre corps, c'est-à-dire fait de lui un corps différent, déterminé différemment, que ce qui était représenté comme objet de jouissance devient quelque chose à quoi nous n'aspirons plus, donc devient en fait objet d'horreur, au moins provisoire. Il y a donc un mécanisme corporel de la satiété qui a pour corollaire, évidemment, dans notre imaginaire, une satiété du côté de nos idées, ou nos idées d'image. Alors Spinoza ajoute encore quelque chose. Quelque chose qui suffit, je crois, à le distinguer de tous les psychologues de son siècle. J'ai, en outre, négligé les troubles extérieurs affectant le corps, qui s'observent dans les affects, tels le tremblement, la pâleur, les sanglots, le rire, etc., parce qu'ils se rapportent au corps uniquement, sans aucune relation avec l'âme. Ici, on peut être un peu étonné, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est vrai que dans tout ce qu'on a vu jusqu'ici, Spinoza ne nous a jamais dit les hommes pleurent dans telle circonstance, ils rient dans telle circonstance, ils rougissent, ils pâlissent, ils s'évanouissent dans telle ou telle circonstance. Spinoza a, pendant ses 55 ou 6 propositions, dressé devant nous une psychologie sans signes extérieurs. Étonnant pour quelqu'un qui parle de l'identité de l'âme et du corps, de l'identité des causes des événements de l'âme et du corps. Si vous regardez pratiquement toutes les autres psychologies du siècle, toutes les autres théories des passions du XVIIe siècle, et d'abord celle de Descartes, vous verrez que dans les passions de l'âme, Descartes passe beaucoup de temps à se demander pourquoi on rougit, pourquoi on pâlit, pourquoi on s'évanouit, etc. Et même pourquoi certains enfants rougissent au lieu de pâlir ou pâlissent au lieu de rougir. C'est-à-dire que pour la plupart des auteurs d'âge classique, il n'y a pas de théorie des passions sans une signalétique des passions. Pour la plupart des auteurs de l'âge classique, les passions de l'âme s'expriment par des manifestations du corps. Et c'est un des lieux principaux de l'interaction de l'âme et du corps. Spinoza est peut-être le seul auteur qui n'accorde aucune importance à cette signalétique des passions. Et non seulement il n'y accorde aucune importance par omission dans le cours de Éthique 3, mais encore il le légitime dans cette phrase finale, quasi finale, du dernier Scoli. Alors, il vaut la peine de regarder de près. Pourquoi ? Parce que là aussi, vous pouvez être surpris. Vous pouvez être surpris non seulement par ce caractère exceptionnel de la disparition de la signalétique des passions, vous pouvez être également surpris par la raison qu'on a de Spinoza. J'ai en outre négligé les troubles extérieurs, donc sanglots, rire, tremblement, pâleur, parce qu'il se rapporte au corps uniquement, sans aucune relation avec l'âme. Et là, si nous avons lu les livres précédents de l'éthique, nous nous demandons comment peut-il y avoir des phénomènes du corps sans aucune relation avec l'âme ? Comment le principe qu'on appelle la théorie du parallélisme de Éthique 2.7 peut-il supporter qu'il y ait des événements du corps sans aucune relation avec l'âme ? Si ce sont des événements de notre corps, et si je rougis, que je pâlis, c'est bien à mon corps, à moi que ça arrive, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas le corollaire dans l'âme ?
Alors, je crois que ce que Spinoza veut dire, c'est qu'effectivement, il y a un corollaire dans l'âme. Mais ce corollaire dans l'âme n'est pas autre chose que l'affect qui correspond à l'événement du corps qui provoque le rire ou les pleurs. Donc, l'événement qui a lieu dans le corps a un corollaire dans l'âme qui est la joie, par exemple. Un autre événement qui a lieu dans le corps est un corollaire dans l'âme qui est la tristesse. Un autre événement qui a lieu dans le corps a comme corollaire dans l'âme, par exemple, la crainte. Cet événement qui a lieu dans le corps, qui est une transformation interne de notre corps, a comme conséquence directe l'utilisation de ce petit matériel corporel que sont le rire, les larmes, le tremblement, etc. etc. Quand je suis joyeux, je ris. Quand je suis triste, j'éclate en larmes. Quand j'ai peur, je mets à trembler. Mais au fond, ce que Spinoza veut dire ici, c'est que ces événements corporels n'ont pas de signification particulière. Ils sont liés simplement au phénomène du corps qui, lui, est intéressant. Ils ne sont que la manifestation extérieure de ce phénomène. C'est une manifestation extérieure, automatique, qui est liée à la façon dont mon corps a appris à traduire ses sentiments, plutôt à traduire ses images. Donc l'image, événement corporel, a comme conséquence immédiate le rire, les larmes, etc. Et on pourrait ajouter qu'en outre, suivant les pays, suivant les individus, suivant la forme du corps de chaque individu, la biographie qu'il a eue et l'igénisme national, le rapport entre l'événement corporel et la manifestation corporelle sont diversement modulés. Les ethnologues citent toujours des exemples pour dire que le rire, chez certains peuples, peut manifester la gêne, alors que chez certains autres, il manifeste la joie, etc., etc. Mais ça ne modifie rien quant au fait que la joie ou la gêne ou la tristesse se trouvent à l'intérieur de l'âme de l'individu. Donc, au fond, la psychologie spirituelle se passe de la description de ces troubles extérieurs, non pas parce qu'ils n'ont pas de relation avec l'âme, mais parce qu'ils se rapportent au corps sans relation avec l'âme, en ce sens que ce qui a une relation avec l'âme, c'est l'événement corporel qui les produit et non pas eux-mêmes. Alors dans quelle mesure ça renvoie à 2,7, c'est-à-dire à l'énoncé de ce qu'on appelle le parallélisme? Bien, tout simplement précisément parce que le théorème 7, deuxième partie, n'énonce pas un parallélisme, il énonce une identité causale. Donc il y a bien une identité causale entre ce qui se passe dans l'âme et ce qui se passe dans le corps, mais ce qui se passe dans le corps, c'est une modification profonde du corps, et non pas cette modification superficielle que sont le rire ou les larmes. Et c'est pourquoi Spinoza peut s'en passer. Bon, enfin, j'ai enfin une dernière phrase, qui est l'introduction à la suite. Je dois enfin faire, au sujet des définitions des affects, certaines observations, et pour cette raison, je reproduirai ici avec ordre ces définitions, en y insérant ce qui est observé sur chacune. Donc, Spinoza va maintenant procéder d'une autre manière. On abandonne ce qui était strictement l'imitation de la méthode des géomètres. Ça ne veut pas dire qu'on ne procède plus moré géométrico. Mais l'usage des géomètres, c'est-à-dire la considération des phénomènes affectifs comme des triangles, des points, des lignes ou des plans, ou des volumes, a une autre expression que le style de la méthode géométrique. On ne procède plus par définition, démonstration et scolie. On procède simplement par une liste de définitions qui reprend, pas tout à fait de la même façon, les définitions qui avaient été données précédemment et qui les commente dans les explications. Et assez logiquement, du point de vue de cette méthode-là, la définition générale vient à la fin et non pas au début. Elle sert à résumer, à rassembler ce qui a été dit dans l'ensemble des définitions particulières et non pas à les énoncer. Ils n'ont pas une définition au sens mathématique du terme.
Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons ces définitions des affects.